Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale. Savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Benjamin et de Brian et nous allons vous parler des indicateurs de performance sur les médias sociaux. Quels indicateurs analyser, comment les interpréter et poser des hypothèses pour s'améliorer. Juste un dernier mot avant de vous laisser avec l'épisode. Si vous avez l'habitude de nous écouter, faites-nous vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Allez, je vous laisse avec l'épisode, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode du pod. Alors aujourd'hui nous allons parler des indicateurs de performance sur les médias sociaux. Pour aborder ce sujet, je suis bien entourée, toujours avec Brian. Bonjour Brian. Bonjour Gwen. Mais également notre invité du jour, Benjamin, qui est très attaché à ce sujet puisqu'il rédige régulièrement des articles sur le blog de son agence sur le sujet. Donc je vais te laisser te présenter. Benjamin, c'est à toi. Bonjour, alors je m'appelle Benjamin, comme tu l'as utilement rappelé. Je travaille dans la communication numérique depuis 10 ans à peu près. Je viens de l'univers des agences. Je travaillais auparavant à Paris. J'avais travaillé 6 ans, 2 fois 3 ans dans 2 agences différentes et je suis indépendant avec mon associé Muriel depuis 4 ans. On travaille donc à Nantes avec notre agence qui s'appelle le Bureau de Ganesh dans une coopérative qui s'appelle l'Ouvre-Boîte 44. Donc on est vraiment indépendant avec un statut de salarié. Mais voilà, on chemine depuis 4 ans. De manière autonome et indépendante, dans la communication numérique toujours. Très bien. Merci pour cette présentation rapide. Alors, pour commencer, on a choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui, puisque cette partie de notre métier est souvent mise de côté ou analysée, mais très partiellement. Pourtant, elle est essentielle pour faire évoluer la présence des marques et améliorer la pertinence de nos recommandations. Elle fait souvent peur. C'est une partie où on n'est pas souvent à l'aise avec les statistiques. On se demande souvent par où commencer, quels indicateurs analyser et dans quel cas. Ou bien encore les comprendre. Donc qu'est-ce qu'ils veulent dire, comment les interpréter, comment poser des hypothèses après. L'idée, c'est vraiment de répondre à la question, je trouve un résultat. Ce résultat me paraît négatif, mais quelles conclusions en tirer et comment puis-je m'améliorer ? Donc pas de panique, nous allons vous expliquer tout ça aujourd'hui, en toute simplicité comme d'habitude, avec des outils et des astuces. Alors, commençons à découvrir ce sujet ensemble. La première question que j'aimerais te poser, Benjamin, pour poser les bases. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un indicateur de performance que l'on appelle aussi KPI ? Alors, les KPI, donc c'est l'acronyme anglais, mais on va le dire en français, donc les indicateurs clés de performance. Mais en fait, on peut peut-être dire les choses plus simplement. En fait, les indicateurs clés de performance, c'est des observations. En fait, c'est des constats qui sont mis en chiffres en général, ou plutôt systématiquement d'ailleurs. Et ces statistiques servent, en théorie en tout cas, à guider les actions que nous menons en communication, en marketing ou sur d'autres disciplines. Donc c'est vraiment super important, puisque sans ces statistiques, ensuite il y a tout un tas de questions sur le choix de ces statistiques, etc., mais on y reviendra, on navigue à l'aveugle en fait, et on ne peut pas vraiment savoir quels sont les résultats des actions qu'on choisit de mener. Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent mais d'autres qui doivent être améliorées? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas du tout et donc il faut plutôt réorienter ou arrêter? Tout ça, ces indicateurs clés de performance, en tout cas si on choisit les bons, c'est vraiment important, nous permettre de constater d'objectiver les choses et d'avancer, avec les bons indicateurs, les bonnes sources. Et donc de progresser chemin faisant. Ok, donc c'est vraiment analyser ce qu'on fait et pouvoir tirer des conclusions après. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail pour après. Très bien. Alors, ensuite, quels sont, selon toi, les indicateurs de performance qui sont intéressants à étudier ? Et tu peux préciser aussi dans quel cas, parce que j'imagine que ça dépend des cas. Bien sûr, pour ça, moi j'ai pris un exemple qui est fictif, hein, mais il a toute son importance. Disons que je suis un commerçant qui vend des paires de chaussures. Je suis indépendant.
Et pour vendre plus, j'anime une page Facebook. C'est le réseau social le plus populaire en France et ailleurs, en tout cas dans beaucoup de pays. Donc j'ai installé une page Facebook qui fonctionne plutôt bien, en tout cas elle me semble bien fonctionner, notamment avec un indicateur qui est observé par tout le monde, qui est le nombre d'abonnés. Mais voilà, je continue pendant quelques mois à animer ma page Facebook et je constate en ce moment que les ventes de paires de baskets de running fonctionnent bien. J'ai une croissance des ventes de mes paires de baskets de running. Donc évidemment je suis heureux, mais je cherche à comprendre quelle est la source de cette croissance, puisque je vais jouer sur ce levier évidemment, si j'arrive à comprendre quel est le levier qui me permet d'atteindre cette croissance. Comme j'anime ma page Facebook de manière un peu amateur, puisque mon métier c'est pas community manager ou animateur de page Facebook, je ne sais pas en fait quelle est la source de cette croissance. Donc en fait, malgré ce constat de croissance de vente de paires de running, je peux rien en faire en fait. Donc à l'inverse, si à un moment je me pose, je regarde ma page Facebook et notamment ses nombreuses statistiques, mais on en parlera, et que je regarde notamment le succès de mes publications, donc ce que je publie au quotidien ou de façon hebdomadaire sur ma page Facebook, si je me rends compte par exemple que les publications qui ont trait au basket de running fonctionnent mieux que par exemple des publications qui promeuvent d'autres chaussures, des bottes, un exemple au hasard, je vais pouvoir évidemment faire un lien. Là, a priori, c'est qu'il y a quand même un lien entre les succès de ces publications-là et les ventes. Ça ne veut pas dire que c'est la seule source, mais il y a un lien. À l'inverse, si je m'aperçois que ces publications sont celles qui fonctionnent le moins bien, là, je me dis que peut-être que c'est complètement découplé. L'augmentation, la croissance des ventes de paires de baskets de running n'est pas liée à Facebook. Alors ensuite, on peut en tirer différentes conclusions. Réorienter la page Facebook notamment, retravailler les choses. Donc, ne serait-ce que cet unique indicateur de voir le succès des publications me permet d'avoir un temps beaucoup plus rentable sur Facebook et de bien construire les choses, de mieux parfaire mon planning éditorial. Je sais que vous en avez parlé dans un précédent podcast, il me semble. Donc ça, par exemple, c'est vraiment faire les bonnes choses au bon moment et éviter de faire du travail inutile, en fait. Typiquement, je reprends le premier exemple. Si je constate qu'effectivement, 1, je vends mieux mes paires de baskets de running et que 2, les publications liées à ces paires de baskets de running sont celles qui fonctionnent mieux, je vais réorienter mon planning éditorial, je vais insister plus sur ce sujet-là, je vais creuser d'autres angles, etc. Puisque je sais que c'est une des sources, c'est pas forcément la seule, mais de la croissance de mes ventes. Okay. C'est un exemple. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que parfois, quand on va analyser des indicateurs, on va poser du coup des hypothèses, mais on n'a aucune certitude que le fait que les posts sur les chaussures de running, comme ils fonctionnent bien, c'est ça qui a directement un impact. Bien sûr, l'hypothèse quand même semble assez juste par rapport à ce qu'on observe, mais on n'en a aucune certitude. Donc on travaille quand même beaucoup avec des hypothèses, mais ça va nous permettre de réajuster, comme tu disais, et donc de faire peut-être évoluer la ligne éditoriale. Du coup, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que le choix des indicateurs, il faut qu'il soit cohérent avec nos objectifs sur les réseaux sociaux. C'est clair que si l'objectif, c'est de faire en sorte que les réseaux sociaux aident à développer le chiffre d'affaires, bien sûr que l'indicateur des posts qui fonctionnent le mieux va être intéressant parce que ça peut permettre de réorienter la ligne. Maintenant, si on a d'autres objectifs comme la notoriété et la visibilité, peut-être qu'on va regarder autre chose. Bien sûr. Oui, tout à fait, ça dépend. C'est tout à fait ça. Je comptais en parler plus tard, mais parlons-en maintenant. C'est vraiment déterminant de mettre en regard les indicateurs qu'on choisit en fonction de ses objectifs. Donc encore faut-il avoir un objectif bien précis, c'est pas toujours le cas, mais ça c'est vraiment la base du truc. Avoir un objectif, un ou plusieurs d'ailleurs, et choisir ces indicateurs en fonction. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est pas, moi j'ai une page Facebook, je reprends cet exemple-là, ce qui m'intéresse c'est ma notoriété. Alors la notoriété ça intéresse forcément tout le monde. Donc je vais regarder mon nombre d'abonnés. Mais ce nombre d'abonnés il dit assez peu de choses en fait. Puisque c'est un indicateur en soi de la notoriété, ça c'est incontestable, mais ça me dit pas qu'est-ce que mes clients qui me suivent, ou en tout cas mes prospects qui me suivent sur Facebook apprécient, qu'est-ce qu'ils n'apprécient pas, comment je peux me positionner en termes de langage, en termes de sujet, etc. Donc c'est vraiment ça déterminant, c'est un élément de méthode fondamental, je pense que c'est vraiment le premier truc qu'il faut retenir, choisir ses indicateurs en fonction de ses objectifs. Donc bien déterminer des objectifs à la base, par ailleurs. On ne prend pas que les indicateurs qui nous font plaisir, parce que c'est vrai que nous on le voit souvent quand on parle avec des clients, on travaille les indicateurs qui sont les plus importants, et ce qui vient spontanément en tête c'est le nombre d'abonnés et le nombre de likes qu'on a sur nos publications, parce que ça agit un peu comme une forme de preuve sociale, mais au final, est-ce que ça sert vraiment l'objectif du client? C'est pas forcément judicieux de se restreindre qu'à ceux-ci, qu'à ces indicateurs-là. Donc du coup, il faut vraiment essayer de se dire d'abord qu'est-ce que je veux faire de mes réseaux sociaux et après, en conséquence, je vais plutôt m'attarder sur telle ou telle statistique. En fait, on rencontre les mêmes cas. Nous aussi, on rencontre souvent des cas qui, en fait, le nombre d'abonnés est l'alpha et l'oméga des indicateurs. Parfois quasiment le seul qui est exploité, parce que c'est le plus visible tout simplement en fait. Et c'est aussi une preuve, en tout cas c'est compris comme ça, une preuve que s'il y a beaucoup d'abonnés, ça marche.
Vous avez plein d'exemples, j'en suis sûr, moi j'en ai, que s'il y a beaucoup d'abonnés, ça peut être un indicateur positif, ça fonctionne effectivement parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, une bonne croissance, mais parfois les choses peuvent être découplées aussi. Ouais. Vous pouvez avoir beaucoup d'abonnés, et les publications, en fait, surtout au regard de votre nombre d'abonnés, ne fonctionnent pas très bien. Ouais. Donc après, ensuite, il y a plein de raisons, il faut creuser, faire des hypothèses comme tu disais, et creuser, analyser les choses. Mais c'est vraiment un indicateur qui est, je dirais, assez piégeux. Le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, c'est piégeux dans le sens où c'est difficile de parler à tout le monde. Donc, plus la communauté est restreinte, plus elle est qualifiée, plus c'est facile aussi de l'engager derrière. En plus. Et c'est vrai que nous, d'ailleurs, généralement, on n'aime pas trop quand les pages sont trop grosses, parce que ça veut dire qu'il faut être capable de produire des contenus qui vont parler à l'ensemble des personnes qui théoriquement voient les publications. Et ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Et bien sûr, on regarde les nombres d'abonnés parce que tous les clients nous le demandent, et c'est d'ailleurs presque que ça qu'on retient dans les codires. Mais du coup, on va souvent regarder autre chose. Alors, qu'est-ce que tu regardes du coup au-delà des abonnés, toi, pour voir justement la pertinence des contenus? Alors nous, on s'attache beaucoup, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, à l'analyse des publications. On fait souvent un rubricage, alors on ne fonctionne pas toujours de la même manière avec tous les clients, mais on regarde vraiment quel est le succès statistique des publications en fonction de leur sujet et de leur angle, ou de la rubrique. Et du coup, ça nous permet, alors évidemment, sur un mois, c'est pas grand chose, mais on fait des bilans en général mensuels, puis on consolide les choses sur 6 mois, par exemple. Et là, on a beaucoup de recul, et si sur 6 mois, on a la même méthode, alors c'est important d'avoir la même méthode, parce que sinon, les comparaisons ne sont pas possibles. Donc, choisir les indicateurs au début, et s'y tenir dans la durée. Et observer les choses, donc sur 6 mois, 1 an, après tout, ça peu importe. Plus vous avez de recul, plus c'est intéressant, plus vous pouvez avoir d'enseignements intéressants. Donc nous, vraiment, c'est la chose qu'on regarde prioritairement, hors nombre d'abonnés, c'est quelles sont les publications qui fonctionnent, et quels sont les formats qui fonctionnent, et quels sont les formats qui fonctionnent moins, et les publications qui fonctionnent moins. Et avec un peu de recul, on a en général des données assez claires. Là, on voit bien que, ensuite, à nous d'interpréter les choses, mais on voit bien que ce format-là, avec ce sujet-là, en général, ça fonctionne bien. Donc, on peut en tirer des conclusions. C'est quoi fonctionner bien? Qu'est-ce qu'on peut dire ça? En général, alors c'est des comparaisons entre les posts eux-mêmes. C'est-à-dire si j'ai un post, je reprends l'exemple de la page Facebook parce qu'il est facilement compréhensible, j'ai une page avec 10 000 abonnés, j'ai un post une rubrique qui en général fait 4 à 5 000 vues, enfin impressions uniques, c'est plutôt un bon résultat. Donc là je sais que si, pas dans un seul mois, encore une fois sur 6 mois, 1 an, ça se vérifie systématiquement ou quasi systématiquement, et puis évidemment il peut y avoir des accidents, mais ça c'est pas important. Si la tendance se vérifie, là pour moi si j'ai un reach, une portée de 40 à 50%, je suis quand même plutôt content, notamment surtout sur Facebook. À l'inverse, si je vois systématiquement que j'ai un reach de moins de 20%, moins de 10%, sur une rubrique en particulier ou un format en particulier ou les deux, bah là je vais réorienter les choses, je vais proposer d'autres choses à mon client et lui dire bon, on va laisser tomber cette rubrique ou laisser tomber ce format ou essayer de reformater les choses et on va retester, réexaminer dans 6 mois puis on verra. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que tu dis. D'abord, c'est se laisser le temps avant de tirer une conclusion. C'est vrai que nous, on le voit souvent. On a des clients, on teste un nouveau format ou un nouveau sujet. On le fait une fois, ça marche pas, et la conclusion, c'est on arrête. Donc il faut vraiment se laisser le temps. Toi, tu es plutôt sur 6 mois, du coup. En général, c'est ce qu'on fait, parce que ça nous paraît quand même... Alors après, ça dépend du rythme de publication. Mais en tout cas, sur les gros clients pour lesquels on publie tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, sur 6 mois, on a quand même beaucoup de recul. Si on publie une fois par mois, évidemment, ça n'a pas la même valeur. Mais en tout cas, pour nous, c'est plutôt ça. Parce que c'est une bonne durée, je trouve, parce que autant des reportings par mois sont nécessaires pour observer les choses à chaud, mais encore une fois, ne donnent pas d'enseignement de longue durée. Et 1 an, c'est quand même tard, après avoir commencé un cas. Donc 6 mois, ça permet de faire un bilan d'étape, en fait. Nous, on appelle ça un bilan d'étape. Et on le refait tous les 6 mois, puis à chemin faisant, les choses se consolident. Mais c'est, voilà. Donc se laisser le temps, ça c'est vrai que c'est, je pense, important de tirer des conclusions. Et il y a un deuxième point que je trouve hyper intéressant, qu'on oublie souvent quand on fait de l'analyse comme ça d'indicateurs, c'est qu'en fait, la valeur d'un indicateur, elle réside dans sa comparaison ou dans son évolution. En fait, nous on a souvent le cas, les clients qui disent « Ah ben on a un taux d'engagement de 3,5 ». Moi, je peux pas dire que si c'est bien ou pas. Par contre, de dire on a un taux d'engagement de 3,5 pour ce mois-ci et c'est supérieur à notre moyenne annuelle, là, ça devient intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, il y a peut-être un mois qui a mieux performé. Donc, deuxième point, ce qui ressort de ce que tu dis, c'est vraiment qu'une valeur, la valeur d'un indicateur, elle tient dans sa comparaison. Sans ça, en fait, finalement, ça sert à rien, quoi. Absolument, ouais. Un chiffre en soi, un indicateur de performance, donc en général un chiffre, une statistique ne veut rien dire en soi. Ça c'est effectivement un élément, je pense, fondamental à retenir, c'est qu'il faut vraiment le comparer et l'inscrire dans le temps. D'où l'utilité, encore une fois, ça je répète, parce que c'est vraiment fondamental de garder les mêmes indicateurs dans le temps. Évidemment, ils peuvent évoluer, les plateformes eux-mêmes font évoluer leurs indicateurs, mais il faut vraiment garder 4-5 indicateurs clés ou 3-4, les mêmes dans le temps. Les calculer toujours de la même manière. Absolument, ok.
Ça, c'est vrai que C'est c'est super important. un écueil aussi qu'on peut avoir, c'est le fait que finalement, c'est pas toujours la même personne qui fait les reporting. Elle va pas toujours regarder forcément le même indicateur, ou elle va pas calculer l'indicateur toujours de la même manière. Et des fois, on peut avoir des écarts et du coup fausser l'interprétation Absolument, des indicateurs. Ouais, tout à fait. Ok. Très bien. Je sais pas si tu veux compléter, parler d'autres indicateurs qu'on n'a pas évoqués. En fait, il y en a vraiment énormément. Si je ne parle que des réseaux sociaux, typiquement, ça vous le savez bien, alors je reprends l'exemple de Facebook parce que c'est le plus parlant de ce point de vue-là. Des indicateurs sur Facebook, Facebook en fournit, j'ai même pas le chiffre, c'est des dizaines d'indicateurs. Je me demande même si c'est pas des centaines. Peut-être pas, mais en tout cas, on doit approcher la centaine. C'est Si on fait un export, on a... c'est vraiment des ouais. Excel, il y a de quoi devenir dingue hein, Ouais. avec des Excel comme ça. Et c'est quelque chose de positif, puisque ça permet d'apprécier de manière fine les choses, mais c'est aussi un piège, puisqu'on peut tout de suite tomber dans le traquenard de j'ai un Excel de 200 colonnes devant moi, je vais essayer d'examiner intelligemment les choses, et je vais me perdre dans un trou noir statistique, en fait, et je vais rien en retirer. Donc d'où l'utilité, encore une fois, d'avoir des objectifs et des indicateurs clairs, et peu d'indicateurs. C'est pas la peine de fonctionner avec des dizaines d'indicateurs. J'en ai pris un au hasard, là, pour mon exemple, que j'ai été sortir d'un Excel dans lequel je me suis plongé avec plaisir. J'essaye de le retrouver. C'est... tac. Voilà, le nombre de fois, je le connaissais pas, hein. Le nombre de fois où les publications d'une page ont été affichées sur l'écran d'un utilisateur, toutes publications confondues. C'est un indicateur qui n'est pas forcément inutile en soi, hein. Je le répète pour bien être compris. Nombre de fois où vos publications d'une page ont été affichées sur l'écran d'un utilisateur, toutes publications confondues. Donc c'est un chiffre, par exemple 500. Ce mois-ci ou cette semaine, mes publications, quelles qu'elles soient, ont été affichées 500 fois sur l'écran d'un utilisateur. C'est pas forcément un indicateur inutile. Dans une quête de notoriété et d'atteindre de nouveaux clients, ça a du sens. Mais si je reprends l'exemple, qui est un exemple courant d'un commerçant indépendant, est-ce que vraiment cet indicateur va être intelligible pour ce type de profil qui n'a pas des heures devant lui pour faire un reporting clair? Pas vraiment. Donc là, il faut vraiment choisir des indicateurs plus simples et surtout, encore une fois, les garder dans le temps. Mais là, cet exemple que je cite, je pourrais en citer plein d'autres, hein. Et Facebook est le roi en la matière pour donner des indicateurs qui sont parfois assez obscurs. Ouais. Alors, du coup, maintenant qu'on a parlé donc, de quelques indicateurs clés intéressants, moi, je voulais savoir s'il existait des outils pour nous aider à compiler toutes ces données, parce que, comme tu dis, il y en a beaucoup, donc on les choisit. Mais après, il existe certainement des façons simples de les compiler. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça ? Alors, nous, on n'a pas trop la religion des outils. En fait, on fait nos bilans vraiment de manière manuelle. Alors, on utilise les outils forcément, puisque les indicateurs sont agrégés par les outils qui sont propres aux réseaux sociaux, puisque nous, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, comme vous. Mais ensuite, on fait vraiment les choses manuellement. Il existe, j'ai aucun doute, des agrégateurs de statistiques, mais j'ai une confiance assez relative. Et surtout, on perd la maîtrise. Moi, c'est ça qui m'embête, de ce qu'on sélectionne et de comment tout ça est mouliné. En gros, je fais assez peu confiance en fait à ce genre d'outils. Donc, je préfère faire les choses par moi-même. Exporter un Excel, faire mes calculs, c'est pas un bonheur, hein, je le dis franchement, mais au moins je sais que c'est fiable. Et surtout, tu sais comment tu as fait ton calcul. En fait, et si par exemple tu veux créer un nouvel indicateur et donc rapprocher deux variables, enfin deux éléments, tu vas savoir précisément comment tu l'as construit et donc mieux l'interpréter. C'est vrai que quand tu as un outil clé en main, on te dit voilà, votre portée est de temps, mais tu sais pas précisément comment ils ont pensé la portée. Est-ce que c'est juste en fait des impressions et ils te précisent pas qu'en fait il y a une différence. Ils vont te dire le taux d'engagement c'est tant, mais on te dit pas ce qu'on met dans les interactions, ce qu'on met en dessous au dénominateur, est-ce qu'on met des impressions de la portée, est-ce que c'est par jour ou par poste. Donc c'est vrai que nous on a aussi un peu l'école de plutôt exporter de la matière brute et la retravailler à la main. Donc toi finalement tu travailles plutôt avec des tableurs. Voilà, c'est ça, c'est notre méthode. Donc encore une fois, il faut se l'envoyer, hein. Les tableurs, c'est pas un bonheur, mais c'est vraiment beaucoup plus fiable et on en tire des conclusions, à notre sens, en tout cas beaucoup plus intéressantes pour les clients. Donc c'est pour ça qu'on procède comme ça. Et donc les outils, je donne un exemple, mais sur des indicateurs qui sont vraiment, en tout cas à mon sens, pas bons. Les outils sont capables, certains outils, de vous dire sur ce mois, X% de mentions ont été positives. Et X% de mentions étaient neutres, X% de mentions étaient négatives. Alors ça, pour moi, je n'y crois pas du tout. C'est impossible pour un robot à interpréter ça. C'est impossible. Puisque un robot est incapable de comprendre l'ironie, le second degré, etc. Donc c'est vraiment vous êtes sûr que ces indicateurs sont faux. Donc c'est pas la peine. Ça, il vaut mieux alors c'est fastidieux, mais si vraiment le client veut avoir cet indicateur, de le faire à la main. C'est fastidieux, faut dire les choses honnêtement, mais c'est beaucoup plus fiable.
Et donc pour l'analyse, c'est pareil, du coup, tu analyses tout toi-même, tu passes pas par des outils autres. Des outils tiers, en tout cas, non. Je passe forcément par Facebook Insight, Twitter, Oui. enfin, les outils propres aux réseaux sociaux, à partir desquels j'exporte, quand c'est possible, les données en Excel. Mais je l'ai utilisé, ça m'est arrivé de le faire, mais on a arrêté complètement parce qu'on voyait bien que c'était pas fiable. Donc non, c'est vraiment 100% manuel en fait. Oui, puis le problème de l'outil aussi, c'est que si par exemple ton client est présent sur un réseau que l'outil ne couvre pas, mettons demain tu as un client sur Pinterest, l'outil va peut-être te donner des stats sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter, mais pas Pinterest. Donc du coup, de toute façon, à un moment donné, tu te retrouves bloqué et tu seras obligé d'aller chercher la donnée à la source. Ouais, tout à fait. Et toi, Brian, du coup, je sais que tu adores ce sujet aussi. Moi, c'est un peu comme Benjamin, je préfère vraiment aller chercher de la matière brute et la retravailler moi-même, d'avoir vraiment le détail des données sous les yeux. Après, c'est sûr, je suis d'accord, il faut aimer regarder les tableurs Excel. Moi, je fais ça le matin, personnellement, j'aime bien, ça me met de bonne humeur. Mais voilà, j'ai un peu tendance à faire ça aussi. Par contre, sur les calculs, quand on fait beaucoup de reporting, surtout un par mois, je crois que vous, c'est pareil, nous, on en fait un par mois pour tous les clients, ça va prendre du temps. Donc, la donnée, je l'agrège dans un tableur, mais après, on va retravailler nos rapports avec Data Studio, donc un outil de Google, qui permet finalement de calculer les indicateurs toujours de la même manière. À partir du moment où les données sont bien structurées, les indicateurs sont systématiquement calculés de la même manière, ce qui fait qu'on peut vraiment bien les comparer. On est sûr qu'ils ont été construits vraiment de façon identique. Ouais. Il faut le développer quand même, son rapport, le premier, ça prend un peu de temps, mais par contre, c'est vrai qu'une fois que c'est fait, quand on en fait souvent, c'est assez confortable. Faut aimer ça, par contre. Alors, faut aimer ça, c'est un gain de temps, mais c'est surtout un gain d'efficacité, quoi. Ça, c'est évident. Enfin, les enseignements éditoriaux, notamment, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse, sur ce qui fonctionne pas, sont fiables, on en est sûr. Comme tu dis, parce qu'on a fait les choses de manière artisanale, mais au sens positif du terme. Et donc, on est sûr du résultat. Et puis on peut vraiment comparer des choses sur des bases équivalentes. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est important. Et puis le client, lui, il a un reporting qui est toujours présenté de la même manière aussi. Ça, c'est un enjeu. Parce que nous, on discute entre nous des reportings qui vont servir nos recommandations, mais derrière, généralement, ils sont envoyés au client. Il faut aussi qu'ils puissent être intelligibles pour le client. Et pour qu'ils soient intelligibles, il ne faut pas que la mise en forme et la structure et les indicateurs changent d'un mois à l'autre. Donc il faut qu'il y ait quelque chose d'épuré et qui se présente toujours de la même manière, parce que sinon on les perd, quoi. Et l'enjeu, c'est de leur faire comprendre pourquoi c'est important d'analyser les stats. Donc, faut pas trop les dégoûter. Oui, tout à fait. Et d'autant qu'il faut, c'est un truc classique. Vous envoyez le reporting, nous on le présente, mais ensuite il circule. Le bouton transférer, ça existe sur les mails. Ces bilans-là sont transférés, et donc vous maîtrisez plus le contexte. Donc c'est des gens qui le lisent sans présentation orale, ce qui est quand même plus sec. Et donc d'où je te rejoins complètement. Il faut vraiment que les différents indicateurs soient clairs, spontanément, surtout pour quelqu'un qui a évidemment pas fait les calculs, mais qui n'est pas expert du domaine. Il faut que ça ait du sens immédiat. Alors, on va pouvoir passer à la dernière partie où on est plus sur vos petits conseils, les anecdotes, pourquoi pas. Alors, tout d'abord, donc là, on était vraiment sur votre façon de faire, donc pour vos clients. Je dis vous parce que du coup, vous aviez tous les deux à peu près une même façon de faire, mais un peu différente aussi. Donc, quel serait ton conseil, Benjamin, pour quelqu'un de novice qui ne s'y connaît pas trop, pour analyser ses résultats sans prise de tête et de façon assez efficace, pas de façon trop fastidieuse, quoi. Je reviens au début de la discussion. En fait, si je reprends l'exemple de mon commerçant qui vend des paires de chaussures, donc son métier, c'est vendre des paires de chaussures. C'est pas de regarder des indicateurs clés de performance sur ses réseaux sociaux. Donc je pars de cette base. Nous, c'est un peu toujours le raisonnement qu'on a. Alors on s'adresse pas toujours à ce même type de profil, mais c'est un raisonnement qui permet d'avoir des choses claires. Et donc à cette personne en particulier, je lui dirais surtout ne tombez pas dans le piège. Il y a plein de pièges à éviter en fait, mais le premier, c'est de choisir trop d'indicateurs et de changer d'indicateurs, comme on l'a déjà dit. Donc choisissez 100, 2, 3, 4. Il n'y a pas de chiffre magique bien sûr, mais 1 et 2. Gardez-les dans le temps, et 3, connectez-les à des objectifs préétablis. Donc évidemment, là, la discussion a lieu, mais généralement un profil comme ça va dire, moi mon objectif c'est de vendre plus. Ok, mais vendre plus, quel type de produit, selon quelle saison, etc. Et on va essayer de connecter intelligemment les choses. Donc ça, c'est vraiment les 3 enseignements fondamentaux que je recommanderais. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et par ailleurs, ne vous fiez pas forcément à la façon dont les réseaux sociaux présentent les choses. Il y a un exemple, il y en a plein, mais il y a un exemple qui a vraiment beaucoup frappé, et pour cause, chez Facebook,
qui avait reconnu il y a quelques années s'être trompé sur les indicateurs de performance des vidéos, ce qu'on appelle les vidéos natives, celles qui sont publiées directement sur Facebook. Et il avait reconnu, je crois que c'était en 2017, que cet indicateur de performance, donc le nombre de vues, était surestimé de 60 à 80%. Donc c'était vraiment énorme. Et ça remettait en cause tout un tas de business models qui avaient été montés sur les vidéos Facebook. Donc c'était un gros problème pour les gens qui avaient travaillé là-dessus, notamment les médias, qui avaient beaucoup investi sur le sujet. Donc ça, faut avoir du recul par rapport à ces indicateurs-là. Regardez la méthode. Alors ça, c'est un petit peu de travail, mais Facebook, alors il me semble que ça a changé, il faut vérifier. Mais jusqu'à il y a peu, Facebook comptait une vue sur ses vidéos natives pour 3 secondes de visionnage. C'est ça, donc ça, évidemment, c'est un indicateur qui n'a, on va dire les choses franchement, aucune utilité. Si vous publiez une vidéo ne serait-ce que de 30 secondes, qui est quand même une vidéo très courte, si la plupart des gens s'arrêtent à 4 secondes, donc vous pouvez avoir 1000 vues, mais des gens qui s'arrêtent à 4 à 5 secondes, ça n'a évidemment aucune utilité. Donc il faut vraiment savoir interpréter par ailleurs les choses. Là, c'est un petit peu plus de travail fin, mais ne pas se contenter des chiffres qui sont donnés par les réseaux sociaux, essayer quand même de creuser un peu et de voir comment tout ça est calculé. Surtout que les plateformes aujourd'hui, elles donnent le détail derrière, c'est-à-dire qu'elles vous disent vue de vidéo 1000, mais après derrière si on creuse on peut avoir le détail de vue de vidéo à 25%, 50%, 75%, donc il faut vraiment aller au fond des choses. Tant qu'on est dans la partie conseil, ce que je pense que c'est important quand on veut se lancer, bon c'est pas trop par où commencer, donc on va choisir les indicateurs, ça on en a parlé, mais on a toujours un peu besoin de se comparer, savoir si nos stats sont bonnes. Ça c'est la question que tout le monde pose, c'est est-ce que nos stats sont bonnes. Qu'est-ce que tu penses des études pour se comparer, voilà, les études qui disent la performance moyenne d'une page Facebook en termes de taux d'engagement c'est 5%, donc en gros si on est en dessous on n'est pas bon et si on est au-dessus on est bon. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu aurais tendance à le recommander à un débutant? Les moyennes ont ce gros problème d'être des moyennes. Donc on compare vraiment des business, on compare une grande marque agroalimentaire avec un commerçant de paires de chaussures et avec, je sais pas, un fermier, enfin des exemples qui n'ont rien à voir. Donc ces moyennes-là ça donne une idée, mais je trouve que c'est vraiment très fragile comme indicateur. Ce qui est beaucoup plus intéressant, nous, ce qu'on fait quand on peut, c'est qu'on compare à des pages, je prends un exemple sur lequel on travaille en ce moment, une page LinkedIn d'une grande marque d'agroalimentaire, et on compare sur des pages qui font le même business. Des grandes boîtes qui ont des caractéristiques communes. Voilà, un qui font le même business, et deux qui ont des tailles comparables, donc en l'occurrence des très grosses boîtes. Par ailleurs, là, nous, on a une page qui est spécifique à un pan de métier de ce client. On compare pas sur les mêmes boîtes qui font le même business à des boîtes qui ont une seule page, des grands groupes mondiaux qui ont une seule page. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on compare vraiment les pages qui sont comparables. 1 en taille, 2 en sujet, et 3, si nous on traite que, voilà, c'est une marque agroalimentaire qui traite de X sujets, enfin qui fait X business, on va là en l'occurrence on parle des semences professionnelles, on va travailler sur les pages qui traitent vraiment que de ce sujet-là, et on va comparer à ces pages-là, histoire d'avoir des comparaisons compréhensibles et qui ont du sens. Ouais. Donc ça c'est vraiment important et là c'est beaucoup plus fiable. Sur LinkedIn en l'occurrence on peut le faire, c'est pas le seul réseau social sur lequel on peut le faire parce que LinkedIn fournit ces chiffres là, ce qui est vraiment super pratique et là on a des indicateurs qui sont fiables. Là on peut se comparer et interpréter le chiffre. Je reprends ton exemple de 3,5% d'engagement. Est-ce que c'est bien, pas bien? Au fond, j'en sais rien du tout. Si je me compare à la concurrence, puisque disons les choses comme elles sont, mais voilà, une concurrence avec des choses comparables, là on le sait, on peut se situer. Ok, je sais que la concurrence est plutôt à 8-9, bon, j'ai quand même une marge de manœuvre de progrès. À l'inverse, si je suis plutôt au-dessus, c'est aussi un enseignement en soi. Donc c'est ce que je fais fonctionne et donc je vais poursuivre et prolonger. Donc les études, non quoi. On évite de... Trop généraliste en tout cas, non. Oui. Okay. Si c'est des études sectorielles, là ça a beaucoup plus de sens. Ouais. Mais j'en vois pas beaucoup. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Non, puis il y a un autre problème au niveau des études, c'est qu'elles ne vont analyser que les métriques qui sont visibles. Si par exemple tu veux comparer ton taux d'engagement à ton concurrent, forcément tu ne vas pas le calculer de la même manière, parce que toi tu vas le calculer avec des interactions qui sont invisibles mais que te donne Facebook, genre les clics. Cette statistique-là, tu ne la vois pas sur la page de ton concurrent. Donc il faut aussi construire ton indicateur de comparaison sur des pages équivalentes. Et quand on n'est pas éditeur d'une page, on n'a pas accès à toutes les stats. On a accès à une toute petite minorité. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'on compare le nombre d'abonnés et l'engagement qui est calculé d'une manière c'est parfois douteuse. Donc je le jette pas à la poubelle spontanément parce que ça peut donner une idée, mais je me base pas du tout que sur cet indicateur. Et je pense qu'il faut, s'il y a aussi un conseil à retenir, c'est que ne faites pas ça seulement. Ouais, en tout cas. Bon, toi tu jettes pas, mais alors nous, je suis honnête, moi je les jette totalement à la poubelle les études. On compare plutôt avec nos autres clients qui ont des caractéristiques similaires. Enfin, on essaie de. Voilà. Ouais, quand tu peux faire ça, c'est pratique. Ouais. C'est le mieux. Quand on est une agence, c'est plus facile, oui. Quand on est chez l'annonceur, ça on peut pas trop le faire. Alors, justement, je voulais demander.
Quel serait ton conseil? Donc, du coup, on a nos indicateurs, on sait comment donc, analyser ces résultats, mais comment trouver des actions correctrices justement pour aller de l'avant, j'ai envie de dire, et pour s'améliorer. Donc toujours assez basiquement, parce que tu nous en as un petit peu parlé dans la première partie de comment toi tu faisais, mais pour quelqu'un qui voudrait le faire tout seul justement. Bah, le mieux dans ce cas, c'est pas le mieux, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui est un point fondamental. C'est vraiment comme tu disais, de partir sur des hypothèses. Je vais communiquer sur ce sujet-là et sur ce sujet-là, parce qu'il me semble que c'est des sujets que mon public recherche, et je vais analyser les choses 3 mois plus tard. Si je m'aperçois que c'est pas le cas, bah, comment faire? Bah, faut accepter que voilà, il y a des choses qui fonctionnent pas et qu'il faut réorienter. Hein, c'est pas toujours simple, mais il faut l'accepter et se dire bon, mon hypothèse était pas bonne. Il faut accepter la chose et je vais repartir sur d'autres hypothèses, essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est pas toujours le sujet qui est en cause, hein, parce qu'il y a le format, la façon dont je publie, le ton employé, etc. Donc il y a plein de critères à analyser, mais en tout cas repartir sur d'autres hypothèses et retester des choses. De toute façon, le principe c'est toujours de tester, c'est en permanence, hein, et de prolonger ce qui fonctionne, bien sûr. Hein. Le principe c'est pas de tout changer tout le temps, bien sûr. Au contraire, de garder ce qui fonctionne et de le peaufiner, mais d'accepter aussi qu'il y a des choses qui fonctionnent pas c'est parfois difficile, mais d'arrêter, de repartir sur un bon pied avec d'autres hypothèses et réexaminer plus tard. Ouais. Okay. C'est difficile, mais il faut aussi relativiser. On a cette chance dans notre métier d'avoir beaucoup de métriques, beaucoup de statistiques qui nous permettent d'évoluer, de faire évoluer les choses. Donc on peut tout de suite réajuster s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Absolument, ce qu'on n'a pas toujours dans les autres métiers. Donc là, au moins, on ne navigue pas à l'aveugle, justement. Non, clairement. Je pense qu'on mettra dans les notes de podcast les définitions des différents indicateurs dont on a parlé, comment on les calcule et tout ça, parce que je pense qu'il y a des mots qui sont sortis spontanément, genre metrics, KPI, tout ça. Oui, donc je pense que ça peut être utile pour certains. Donc dernière question avant la conclusion, est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous raconter en lien avec le sujet du jour? Alors oui, j'en ai une qui est assez parlante en la matière, qui est une vraie anecdote. Quand j'étais à Paris, je bossais pour un grand client institutionnel, une administration qui est très connue des Français. On a commencé à travailler avec eux, et sur les reportings justement, les indicateurs clés de performance, ce qui intéressait sans surprise le client, c'était la notoriété. Alors non pas la notoriété en soi, parce que ça c'est un acteur qui est parfaitement connu de tout le monde, mais la notoriété sur Twitter en l'occurrence, puisqu'on avait commencé par Twitter, donc le nombre d'abonnés, la croissance du nombre d'abonnés. Bon, c'est un indicateur en soi, on en a parlé. Nous, on a discuté, on pense qu'il fallait aller plus loin, mais c'était vraiment, c'était l'indicateur sur lequel il voulait se fonder et il n'en débordait pas. Donc on a fait les premiers reportings sur la croissance d'abonnés, entre autres. Et du coup, en termes d'enseignements éditoriaux, on naviguait là pour le coup un petit peu à l'aveugle, parce qu'on savait pas vraiment, alors on pouvait regarder par nous-mêmes, mais lui en tout cas avait pas vraiment d'enseignement sur ce qui fonctionnait pas, ce qui était utile, ce qui était pas utile, moins utile. Et puis un jour, le CM de ce client publie sur Twitter un truc, vraiment le truc qu'il fallait pas publier, quoi, une énorme bêtise, un impôt à bad buzz. Donc le bad buzz arrive tout de suite. On gère la crise, ça se calme assez vite, mais bon, c'était quand même une bonne frayeur qui a laissé des dégâts. Et suite à ça, on a discuté, on a dit bon, c'est peut-être le moment de se reposer et on voit bien que regarder que la croissance d'abonnés, ça a quand même un sens assez limité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les conversations, puisque c'était une administration de l'État qui est vraiment très sensible. Donc de regarder les conversations, quelles sont les critiques qui vous sont faites, quelles sont les questions qui vous sont adressées, etc. Et ça aide à réorienter éditorialement les choses et à justement éviter ce genre de bêtises-là, de choses trappes. Donc suite à cette discussion, l'exemple était tellement énorme, ce bad buzz a été tellement préjudiciable à l'institution qu'on s'est vite mis d'accord sur ok, maintenant on va agrémenter nos reportings d'analyse de conversation qui ne sont pas un indicateur fourni d'emblée par les réseaux sociaux. Ça là pour le coup on remonte à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut le faire de manière artisanale. Regardez chaque mois les mentions, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous adresse comme message, essayer de cadrer un peu les choses, de voir quels sont les sujets, etc. Donc on a vraiment amélioré très nettement nos reportings et ce qui nous permettait donc de savoir encore une fois éditorialement, parce que pour moi c'est vraiment le point clé, qu'est-ce qu'il fallait aborder comme sujet, qu'est-ce qui intéressait moins le public et comment il fallait les aborder. Par exemple dans des administrations sensibles ou des clients sensibles, ça compte beaucoup. La façon dont on s'exprime, les formats qu'on utilise, etc. Donc ça a été vraiment un pivot, alors c'était un mal pour un bien en fait, qui nous a permis d'évoluer vraiment d'un coup, mais de façon vraiment c'était une marche assez haute quoi, qui a été une prise de conscience chez le client que nous on avait déjà, mais que les conversations et l'analyse quali
et pas que statistique de la notoriété. Ça compte vraiment énormément dans le succès de ce qu'on fait sur ce réseau social comme sur d'autres. Très bien. Eh ben, merci pour cette anecdote. Donc voilà, je n'ai pas cité le client parce que j'ai pas envie c'est un souvenir douloureux, on va dire. Mais voilà, je pense que c'est assez facile de le retrouver. Mais voilà, c'est vraiment c'est des moments de crise en fait, mais dont il faut profiter pour réorienter les choses. Ça a dû vous arriver aussi. Alors dans la tempête, c'est pas le moment, mais après, c'est vraiment des sources de progrès. Ouais. Nous, on l'a vraiment vécu comme ça. Une crise, c'est salvateur parfois. Ouais, tout à fait. Ouais. Très bien. Bon, il va être temps de passer à la conclusion, puisqu'on a déjà largement dépassé le temps. Donc, comme à chaque fois, est-ce que tu pourrais conclure ce sujet en 3 mots ou en 3 phrases ? Alors, le premier, moi, qui me semble vraiment important, c'est le choix. La sélection, on peut le dire autrement. Donc vraiment sélectionner, que vous soyez un petit commerçant ou une très grosse boîte multinationale. Dans tous les cas, c'est vraiment important de sélectionner ces indicateurs et d'en sélectionner un nombre limité. C'est très tentant, c'est un piège, il y en a plein comme j'ai dit, mais c'est un piège de sélectionner trop d'indicateurs et de dire je vais me gaver de chiffres et je vais faire un peu d'esbrouf, faut dire les choses honnêtement. À un moment, les chiffres servent aussi, s'il y en a trop, à obscurcir les choses en fait. Et on a l'impression d'un succès parce qu'on a un fort taux de croissance d'un indicateur, puis le mois prochain un fort taux de croissance d'un autre indicateur, donc les choses sont incomparables et on est complètement noyé, on ne peut pas tirer d'enseignement clair. Donc vraiment, sélectionnez vos indicateurs au regard de vos objectifs. C'est justement le deuxième mot que je voulais mettre en lumière, c'est la pertinence. Choisissez des indicateurs qui correspondent, qui serviront à évaluer l'objectif que vous vous êtes fixé. Sinon, vos indicateurs ne servent à rien. Encore une fois, si moi je suis commerçant de chaussures, j'ai reçu beaucoup de, je sais pas quoi, un type de chaussures, des sandales, je vais évidemment mettre les indicateurs de performance au regard de mon objectif de vendre ces paires de sandales. Donc je vais réorienter mon calendrier de publication et je vais regarder surtout si ces publications liées à ce type de produit fonctionnent. C'est un indicateur en soi qui va me permettre d'apprécier si oui ou non les choses fonctionnent et de réorienter les choses. Évidemment, c'est toujours ça le but, de regarder les choses et de réorienter si nécessaire. Sinon, c'est pas utile. C'est pas juste un plaisir, les indicateurs pour se faire plaisir et voir si ça fonctionne. Mais c'est justement le dernier mot que je voulais mettre. Alors, je suis désolé, c'est un mot anglais. Les vanity metrics, alors on peut le dire en français, c'est les indicateurs pour se faire mousser. On va dire les choses comme ça. Ça, c'est hyper simple. Vous trouverez toujours, même si c'est un mois catastrophique, un indicateur qui est en forte croissance. C'est quasiment obligatoire, sauf vraiment si tout va mal, mais c'est rare. Donc ça, c'est les indicateurs, c'est le plus gros piège dans lequel tomber, c'est choisir les indicateurs qui nous font plaisir. C'est un peu les indicateurs câlins, quoi. On va se faire plaisir, ça rassure, mais ça nous donne aucune information utile. Parce qu'on les change chaque mois et qu'on ne peut pas les comparer, on en a déjà parlé. Et 2, parce que en fait, on le choisit uniquement parce qu'il est bon. Et en fait, un indicateur, il ne faut pas uniquement le choisir, pas du tout le choisir parce qu'il est bon, il faut le choisir parce qu'il est pertinent au regard de l'objectif et surtout, encore une fois, conserver ces indicateurs dans le temps. Donc voilà, c'est vraiment les 3 mots que je pense qui me semblent importants, ce qu'on a répété un peu pendant tout le podcast. Mais si vraiment c'est quelque chose à retenir, c'est ça. Choisissez des indicateurs pertinents au regard de l'objectif et ne tombez pas dans le piège de choisir des indicateurs qui vont bien parce qu'ils vont bien. Ça, c'est un piège typique. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion très complète. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, voilà. Merci pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi aussi, Brian. Merci, Gwen. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Et Benjamin, pourquoi pas, un de ces 4, se revoir pour une prochaine thématique. Donc, je vous dis bonne journée à tous les deux. Bonne journée à nos auditeurs et à très bientôt pour un prochain épisode du pod. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.